Bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Daniel Chartier, je suis professeur en études littéraires à l'Université du Québec à Montréal. Et aujourd'hui, on reçoit Nelly Duvic, qui est enseignante et autrice d'un ouvrage sur l'histoire de la littérature inuit au Nunavik. Donc, elle nous arrive d'Iwuyivik et elle présentera donc l'histoire de cette littérature qui est largement méconnue. Mais bonjour, ça me fait très plaisir d'être ici, d'abord. Parce que oui, ça fait un petit moment, puis ça m'a manqué de faire des interventions comme ça. Comme Daniel a dit, on va garder les questions pour la fin. Puis moi, j'adore les questions, donc vous gênez pas. Je trouve que c'est dynamique, mais pour des raisons donc, techniques, on va les garder pour la fin. Vous pouvez les noter ou pour ne pas les oublier au fur et à mesure, si vous voulez. Donc, je vais vous parler un petit peu de l'histoire de la littérature du Nunavik, qui est quand même très spéciale. Je sais que vous n'avez pas encore trop abordé dans ce cours-là la littérature inuite, donc c'est bien aussi. On va pouvoir faire ça ensemble ce matin. Mais d'abord, la première chose que je vais vous dire, je fais souvent cette petite anecdote. Bien souvent, en fait, la dernière fois que je suis intervenue, j'ai parlé de ça. Puis je pense que c'est très évocateur. Je suis à Iwuyivik depuis 2010. J'habite là-bas depuis 2010. Et la première fois, en 2009, que je suis allée dans la toundra. Donc, on m'a invitée pour une expédition de pêche. Normalement, on part à la pêche pour une journée. On part le matin, puis on revient le soir quand le soleil se couche. Et évidemment, j'étais fascinée par ce territoire. Et aussi beaucoup de questions que j'ai gardées pour moi parce qu'on ne pose pas trop de questions. Quand on est dans ce genre d'événement, on se fait tout petit, puis on essaie de suivre le mouvement. Et une chose qui m'a vraiment frappée, c'est que je me disais, bon, premièrement, c'est incroyablement beau, mais aussi comment ils savent où est-ce qu'on s'en va. Parce que pour moi, ça avait l'air d'être un paysage assez uniforme entre la neige, les roches. Alors oui, je pouvais voir quand même quelques reliefs, quelques différences, mais il y a des moments où je me disais où est-ce qu'on s'en va, puis comment ils savent que c'est par là qu'il faut qu'on tourne, puis que c'est par là qu'il faut qu'on aille. Et à ce moment-là, j'ai compris que je pourrais jamais en fait voir le territoire de la même façon que les Inuits. Ça me prendrait un apprentissage, en fait. Et j'ai tout de suite pensé à mon travail moi-même avec la littérature. Je me suis sentie un peu comme les premières fois où je me suis retrouvée devant ces textes et où je ne savais pas grand-chose de la culture inuite, où je ne savais pas grand-chose de ces écrits-là, et où il a fallu que je fasse un certain nombre d'apprentissages, et il a fallu que je m'habitue et aussi que j'écoute, en fait, la façon dont c'était écrit, présenté, donné au lecteur. Mais c'était un peu la même chose avec mon expédition de pêche. Et c'est aussi un petit peu un sentiment d'humilité en se disant, bon, ben voilà, je suis devant ce territoire, je suis devant ces textes, ils sont ce qu'ils sont, je suis ce que je suis. Il y a sûrement des zones qui vont rester des zones d'ombre. Et on finit par être humble par rapport à cet aspect-là. Et j'ai quand même fini par poser la question, comment est-ce que tu as fait pour nous amener au lac? Parce que pour moi, il y avait des moments où c'était toujours la même chose. Puis, en fait, ils sont capables de reconnaître des petits détails dans le territoire que moi, j'avais absolument pas vu. La façon dont la neige est placée, en tout cas, la façon dont elle s'est creusée ou justement la façon dont elle s'est vallonnée. Des tout petits détails dans les roches, les montagnes. Voilà, ils peuvent y aller presque les yeux fermés. Voilà. Donc ça, c'était une petite anecdote qui est quand même significative. Et comme vous pouvez vous en douter, comme la plupart, en fait, la majorité des littératures autochtones, la littérature inuite a commencé donc avec l'oralité. En fait, c'est une littérature orale à l'origine. Et il y a un certain nombre de dénominations pour plusieurs types de textes pour la littérature orale, c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs genres, en fait, de textes oraux. J'ai mis juste 3 exemples, mais c'est variable. Il peut y en avoir, certains envoient une dizaine de textes différents. Ils ont tous des objectifs propres à eux-mêmes.
Et ici, j'ai simplement cité les 3 plus connus, ou en tout cas ceux qui sont encore, qui ont persisté en fait jusqu'à aujourd'hui. Donc les Unicat, c'est les histoires. Donc ça, c'est les histoires qui sont vraies. Je vais mettre des petits guillemets parce que cette histoire cette notion de vérité est quand même très poreuse. Mais ce sont des histoires donc qui sont arrivées et que les gens vont relater. Les Unicat Tuat, ça va être plus de ce que nous, on appelle légendes, mais que les Inuits appelleraient des histoires vraies aussi. Mais ces histoires-là ont été transmises de personne en personne en personne. Ils connaissent quelqu'un à qui c'est arrivé. D'accord? Donc ça va être des histoires qui sont plus difficiles à retracer, en fait, si je peux dire. Mais qui sont tout aussi importantes, sinon plus, en fait. Et un autre type qui est encore très pratiqué, en fait, c'est ce qu'on appelle les araosi. Et ça, c'est des chansons qui sont faites, des chansons textes, même je dirais, ça fait même un peu slam des fois, parce que c'est très rythmé. Et ce sont des chansons qui sont faites pour les enfants. Quasiment chaque enfant, en fait, je dirais, je pense que chaque enfant inuit a un araosi pour lui. Souvent, c'est soit les parents proches, la grand-mère, le grand-père. Ils ont cette espèce de petite chanson qui est en fait très positive, qui est une façon de marquer l'amour ou leur amour pour cet enfant-là. Aussi, ça peut être une caractéristique liée à leur nom. Ça peut être toutes sortes de choses, mais ils ont chacun leur petite chanson personnelle. Donc voilà, mes enfants ont leur petit arausik aussi. Et ça reste en fait, ça reste, et les enfants le connaissent. Et c'est très touchant en fait. Et donc là, j'ai pas noté, mais il y avait aussi des textes ou des chansons comment dire, c'était comme des harangues qu'on appelle, comme un combat de paroles. L'un dit quelque chose, l'autre dit quelque chose, quasiment comme un hip-hop battle, si on peut dire. Mais c'était aussi une façon souvent de régler des conflits. Et ça se faisait à travers la littérature orale, c'est-à-dire que les 2 personnes qui étaient en conflit allaient se réunir dans le ragit, qui est l'endroit où les gens se réunissaient pour des réunions, et ils allaient argumenter et avoir leur dispute en chanson, en fait, quasiment, pour régler le conflit. Et je pense qu'il y avait même aussi un aspect de qui est-ce qui va gagner. Le public pouvait influencer ça de quelque manière que ce soit, par leur réaction, en fait. Donc ça, c'est pour la littérature orale. Évidemment, c'est depuis toujours, depuis le début de leur histoire. Puis, au milieu, en fait, du 20e siècle, une littérature écrite va apparaître. Et l'aspect principal de cette littérature, c'est qu'elle va apparaître dans des magazines. On ne va pas avoir de monographie tout de suite. Ça va prendre un petit peu de temps pour plusieurs raisons que je vais expliquer après. Et il va y avoir des magazines qui vont être publiés. C'est la particularité de ces magazines-là au début, c'est qu'ils ont été créés grâce à l'impulsion en fait des gouvernements. C'est-à-dire que ça n'a pas été un mouvement qui venait des communautés, c'était un mouvement qui venait de l'extérieur du gouvernement. Et le premier magazine à être publié s'appelle Inuktitut. Vous avez c'est celui qui est beige. Je pense que c'est le premier ou le deuxième numéro, celui-là, qui apparaît en 1959 et qui est totalement fondé par le ministère des Affaires autochtones du Canada et qui est en fait un moyen pour le gouvernement de diffuser de l'information sur les affaires fédérales dans les communautés inuites. Mais à l'intérieur de ces magazines, il y a quand même des personnes inuites, des auteurs, qui vont commencer en fait à publier ici et là des histoires, des articles. Et tranquillement, ces articles vont devenir la majorité, des articles qui sont, je m'entends, m'excuse.
à cause de ça peut-être. Donc, il va y avoir des articles qui vont devenir ces articles-là vont devenir la majorité des magazines. Et, excusez-moi. Donc, c'est ça. Donc, on va avoir de plus en plus de présence, en fait, d'auteurs inuits dans ces magazines-là. Mais ça va prendre un petit peu de temps, comme je dis, avant qu'on commence à avoir des articles un peu plus littéraires. Et encore là, c'est notre définition que l'on applique sur ces textes-là. Et aussi des monographies, c'est-à-dire des livres en tant que tels. Donc, c'est une des particularités de cette littérature, c'est que aussi ces publications de textes dans des périodiques ou des magazines, c'est poursuivi en fait plus tard. C'est un mouvement qui est resté cette forme plus ponctuelle en fait de publication. Et en fait, comment est-ce qu'on est passé de cette oralité à cette écriture, donc au milieu des années 1950? C'est grâce à l'écriture syllabique, qui est là déjà installée depuis à peu près 50 ans et qui a été implantée par les missionnaires, en fait, dans l'Arctique canadien. C'est un système qui a été créé à l'origine pour les cris. Et c'était un système qui a été également utilisé au Groenland. Mais il a été implanté dans l'Arctique canadien, donc Nunavik, Nunavut, Nunatsiavut, seulement à la fin du 19e siècle. À la toute fin du 19e siècle. Je vais juste parler rapidement parce que c'est pas exactement le sujet, mais c'est quand même, ça a été une révolution en fait pour la diffusion des textes bibliques. C'est-à-dire que la Bible a été traduite donc en Inuktitut avec ce système-là. Et ce qui a permis en fait la diffusion de ces textes-là beaucoup plus rapide dans ces régions-là. Et c'est en étudiant la Bible et en lisant la Bible que les Inuits ont appris à lire et à écrire. Alors, ce système était pratique parce que, bon, l'Inuktitut est une langue syllabique, pas comme le français où on a des lettres muettes, où on a des... Là, c'est vraiment toujours... il n'y a pas de variante, il n'y a pas de règle, c'est vraiment une syllabe, un signe. Et parce que un mot, en fait, c'est une langue agglutinante, donc un seul mot contient quasiment toute la phrase. Et avec cette écriture-là, ça faisait que les textes étaient beaucoup plus courts et beaucoup plus faciles à lire, c'était beaucoup plus rapide. Au jour d'aujourd'hui, c'est encore, ça devient un peu compliqué. Hein. La jeune génération est tellement habituée à l'écriture romaine qu'ils commencent à s'éloigner un petit peu de l'écriture syllabique parce qu'ils sont tellement habitués à voir les lettres que l'on utilise en anglais ou en français. Ils ont tendance à écrire aussi en Inuktitut avec ce système-là. C'est le cas au Groenland depuis très longtemps. Ils utilisent l'écriture en romain. Mais au Nunavik, à l'école, c'est encore ce système-là qui est enseigné et qui prédomine dans tous les travaux, les livres qui sont offerts aux élèves. J'ai mis juste 2 exemples, juste pour vous montrer la différence. Si on l'écrit en syllabique ou si on l'écrit en caractère romain, et j'ai mis la traduction. Ce qui est important pour cette littérature-là, ce qui est important de garder en tête, c'est que vous êtes dans un cours sur les littératures autochtones, c'est ça le titre du cours, je pense. Comme pour les littératures autochtones, on va utiliser le pluriel. Je pense que maintenant, on est d'avis qu'on ne peut pas parler de littérature autochtone, d'une littérature autochtone. C'est la même chose pour la littérature inuite, c'est-à-dire que la littérature inuite fait partie des littératures autochtones, mais à l'intérieur de ça, on ne peut pas parler d'une littérature inuite, nous avons des littératures inuites. Et elles ont toutes leurs spécificités, même si, évidemment, elles se rencontrent sur beaucoup de points. Donc là, je vous ai montré une carte du monde circumpolar, puis vous avez les régions qui sont occupées par des Inuits. Chaque région, en fait, a eu un développement de leur littérature écrite un petit peu différente. Le Nunavut et le Nunavik sont assez similaires. Bon, ce sont 2 régions qui sont très proches aussi, qui en fait sont séparées par des frontières
totalement arbitraire, hein, parce qu'il y a des parties du Nunavik qui appartiennent maintenant au Nunavut, mais les gens sont reliés ensemble et partager les mêmes territoires d'habitation puis de chasse. Et en fait, ce que je voulais vous montrer, c'est que oui, les nations, en fait, la partie, donc par exemple la nation du Groenland, la nation du Canada. Après ça, on peut subdiviser en régions. Donc au Canada, on a au moins 4 régions différentes. Mais on peut également aller même plus petit, c'est-à-dire au niveau des communautés. On pourrait même parler de la littérature, mettons, de la côte de la baie d'Hudson, par exemple, au Nunavik. On a 2 côtes et on peut voir des différences entre la côte de la baie d'Hudson et la côte d'Ungava. Donc, c'est très intéressant pour ça, mais ça peut paraître un petit peu... ça donne une espèce une précision un petit peu qui peut être, pas inconfortable, mais un petit peu... qui peut nous déranger ou nous heurter un petit peu, mais je pense que c'est très important de comprendre que l'aspect de la communauté est très important pour les auteurs puis pour les Inuits eux-mêmes. Donc, on peut comme ça subdiviser cette littérature en plusieurs petits îlots, en fait, de création, si je peux dire. Sur ce point-là, d'ailleurs, je me rappelle, il y a 3 ans, je donnais une conférence, je venais juste revenir, je venais juste d'arriver ici, puis on venait d'avoir un atelier d'écriture de chansons à l'école avec les élèves du secondaire. Et quand on leur a demandé aux élèves, quand les animateurs, en fait, leur ont demandé sur quoi est-ce que vous voulez qu'on écrive la chanson, leur première réponse, et c'était quasiment unanime, c'était sur Ivuivik. Puis, il n'y avait pas de question. C'était sûr que c'était sur ça qu'on allait faire une chanson. Et je viens juste d'arriver là. Et la semaine dernière, non, il y a 2 semaines, ils ont eu un atelier vidéo. C'était pour faire un court-métrage. Et ces élèves qui font le court-métrage ne sont pas les mêmes que ceux qui avaient fait la chanson il y a 3 ans. Et quand on leur a demandé sur quoi est-ce que vous voulez faire la vidéo, Ivuivik. Voilà, on va le faire sur le village. Donc, juste pour montrer à quel point c'est important, l'appartenance à une communauté. Quand j'ai décidé de travailler sur ce corpus-là, au début, je pensais que j'allais travailler sur un texte ou 2 et faire mon doctorat sur ces textes-là et faire une étude très détaillée de ces textes-là. Mais finalement, je me suis rendu compte qu'il n'y avait absolument pas d'études qui étaient faites sur ce corpus-là. En fait, ce corpus-là n'avait même pas été délimité, ni, personne n'avait fait un déchiffrage, personne ne savait de quoi il était constitué, combien de textes il y avait, quel genre de texte il y avait. Donc, c'est là qu'en collaboration avec mon directeur de recherche, donc Daniel Chartier, on a décidé de commencer par le début, c'est-à-dire d'essayer de retracer une histoire de la littérature du Nunavik, la littérature écrite. Alors, retracer une histoire littéraire, c'est quand même une entreprise très délicate et ça demande beaucoup de revenir sur les faits, en fait, hein, de rester sur les faits historiques et tout ça. Et donc, ce que j'aimerais dire aussi, c'est que vous avez peut-être lu certains chapitres du livre que j'ai écrit sur cette histoire-là. Et c'est une histoire, comme n'importe quelle histoire littéraire. Vous savez que toute histoire littéraire peut être remise en question, peut être remaniée, peut être décriée même. Hein. C'est une histoire parmi d'autres qui pourrait être tout à fait réécrite et reprise dans un autre sens. Mais comme toute histoire littéraire, par contre, il y a quand même un certain nombre d'événements reliés à une société et à laquelle un corpus de littérature est aussi influencé par ce contexte-là. Et ces événements-là sont historiques et cela, par contre, ne change pas. Donc, j'ai évidemment essayé de regarder à quel moment on voit des changements dans l'écriture ou dans ce qui est publié, dans les événements historiques qui ont pu influencer les textes. Et c'est comme ça que j'ai découpé, en fait, cette histoire-là.
Et comme je dis, c'est une façon de voir les choses et on pourrait l'avoir d'autres façons. Donc, j'ai donné un exemple ici. Évidemment, c'est pas toute la... Il manque beaucoup, beaucoup d'événements, mais je voulais juste montrer un petit peu. Je trouvais intéressant de voir un certain nombre de ces événements et aussi la nature de ces événements. C'est-à-dire qu'on peut avoir des événements littéraires, comme par exemple la publication en français du Harpon du chasseur de Marcoussis Patsao. Mais on peut avoir aussi des événements politiques, comme la signature en 1975 de la Convention de la baie James et du Nord québécois. Évidemment, cet événement-là a eu son importance dans l'écriture, dans les textes à ce moment-là. On peut avoir la sortie du film, oups, il y a une petite coquille, mais la sortie du film Atanarjuat. Pourquoi est-ce que j'ai considéré cet événement-là comme un événement clé dans cette histoire-là, dans l'histoire de cette littérature? C'est que c'était aussi la première fois que les Inuits se retrouvaient sur la scène internationale d'un point de vue culturel. Donc là, avec un film. Ce film-là a quand même été acclamé par la critique autant occidentale qu'autochtone. C'est un film qui s'est retrouvé à Cannes et qui a reçu un prix au Festival de Cannes. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à entendre un peu plus parler des Inuits et des créations en fait, visuelles et, de ces communautés-là. J'ai aussi évidemment pris toutes sortes d'autres événements très importants comme la publication du dictionnaire unilingue en Inuktitut par Tamussi Romak, qui d'un point de vue linguistique est évidemment extrêmement important et qui fait office aussi de référence pour les auteurs et auxquels ils vont pouvoir maintenant se référer lorsqu'ils décident d'écrire en Inuktitut. Pour l'enseignement aussi, évidemment, c'est très important. Donc, comme vous pouvez voir, il peut y avoir toutes sortes d'événements. Comme je dis encore, il y a eu beaucoup d'autres événements, mais c'est juste pour montrer comment est-ce qu'on peut regarder cette ligne de temps. Et une fois qu'on a tous ces faits-là, une fois que j'ai pu regarder le corpus à la lumière en fait, de ces événements-là qui sont importants et qui ont été importants pour la communauté, mais aussi pour le reste du public, il a été plus facile en fait, de découper cette histoire-là en quelques périodes. Et en fait, je l'ai découpé en 5 périodes. La première étant le début de la littérature écrite. Hein. Donc, je l'ai commencé en 1959 avec le premier numéro d'Inuktitut parce que c'était la première fois qu'un texte écrit par un auteur inuit était publié dans une publication en papier. Donc, de 1959 jusqu'à en fait 1974-75, où en fait le tumulte politique autour de la Convention de la baie James a évidemment eu beaucoup d'impact sur l'écriture et sur les publications à ce moment-là, qui ont été teintées par, même plus teintées, mais influencées par des positions politiques par rapport au territoire, par rapport à l'identité. Donc, on a beaucoup plus de textes vindicatifs, des essais aussi. Ensuite, une autre partie de cette histoire-là commence avec la création donc, de l'Institut culturel Avatak, avec de plus en plus de présence sur la scène culturelle des Inuits, tout d'abord dans les communautés, mais aussi à l'extérieur, de plus en plus de visibilité. On a également le développement de l'art inuit qui devient de plus en plus populaire. Donc là, je parle de l'art visuel, donc sculpture, linogravure, peinture, dessin. Tout ça, c'est dans la fin des années 80, début des années 90. Et c'est aussi à ce moment-là que le corpus de cette littérature-là se diversifie. On va retrouver donc des récits autobiographiques, beaucoup de récits de soi. On va retrouver des essais sur la culture inuite, sur l'identité encore. Ça va être un point très important.
Et on va commencer à avoir un peu plus de monographies qui vont être publiées, des pièces de théâtre, le développement de la chanson également, qui est en grand boom dans les années 80. Et on va avoir aussi un certain nombre de textes sur les événements liés à la colonisation. Et ça, c'est dans les années 90, c'est nouveau. Jusque-là, on ne le voit pas vraiment dans les textes, même dans les textes vraiment purement politiques. Mais dans les années 90, il y a comme un éveil de ces auteurs-là et je pense des communautés en général sur les impacts, en fait, de la colonisation dans les années 1950, on va dire, 1900-1950. Et la parole, en fait, se délie un peu à ce moment-là. C'est aussi le moment dans les années 90 où on entend parler des scandales liés à cette colonisation, des injustices qui ont été faites dans les communautés, notamment, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais il y a eu l'abattage des chiens de traîneau qui a été fait par la Sécurité du Québec dans toutes les communautés du Nunavik, ce qui a fait en sorte que les familles étaient plus autonomes en termes de subsistance pour pouvoir chasser et nourrir leur famille. Donc, ils ont été obligés d'aller trouver un travail dans les postes, dans les coopératives, dans les postes de traite qui se trouvaient dans les communautés. Et ils ont été obligés aussi de s'installer de manière un peu plus sédentaire, en fait, autour de ces postes-là. Il y a eu l'histoire des exilés du Haut-Arctique. Rapidement, ce sont plusieurs familles d'Inukjuak. Donc, Inukjuak, c'est à peu près la moitié du Nunavik. Et ces familles-là ont été, à ce moment-là, en fait, à Inukjuak, c'était une période où il n'y avait pas beaucoup de nourriture. Ça arrive, hein, c'est fluctuant au niveau des animaux. Et c'était une période où c'était un petit peu plus difficile de chasser. Et à ce moment-là, le gouvernement du Canada, donc à peu près 1950-1955, voulait asseoir, c'était les suites de la guerre froide, hein, il voulait asseoir sa présence dans le nord du Canada pour dire, c'est notre territoire, mais il n'y avait personne. Donc, ils ont décidé d'offrir à ces familles-là, de leur dire, on a un endroit où il y a beaucoup d'animaux, vous allez voir, la chasse est plus facile, on va vous amener là-bas, et si vous aimez ça, vous resterez là-bas, mais si vous n'aimez pas, vous pourrez rentrer chez vous. Et un certain nombre de familles sont parties. En fait, beaucoup de familles sont parties là-bas. Et une fois qu'ils sont arrivés là-bas, ils se sont rendus compte que c'était un désert désolant. Il n'y avait absolument pas d'animaux. C'était extrêmement froid. C'est la dernière communauté vraiment, c'est Resolute Bay. C'est tout à fait en haut du Nunavut. Donc la température est beaucoup plus froide. Très peu de neige. Donc très peu de neige pour faire des igloos. Parce qu'il faut quand même assez de neige. Donc ils ne pouvaient pas construire d'igloos. Très peu d'animaux. Et finalement, beaucoup sont tombés malades et beaucoup sont décédés dès le premier hiver. Et quand ils ont demandé chaque été à rentrer à Inukjuak, le gouvernement a refusé. Donc, ils n'ont jamais pu rentrer chez eux. Jusqu'à ce qu'en fait, on arrive dans les années 80-90 et que tout ce scandale-là a été médiatisé, puis qu'à force de demander, certaines familles, on peut retourner chez eux. C'est une histoire rapide, un moment très traumatisant, mais c'est une histoire qu'on retrouve dans plusieurs écrits à ce moment-là, justement, quand cette histoire-là est enfin partagée au public, en fait. Quand je dis au public, c'est vraiment aux Canadiens, en fait, hein, ou même au reste du monde. Et on sent qu'il y a une revendication qui est de plus en plus claire. Pour dénoncer ces injustices-là, ces drames-là. Et on va avoir en fait des écrits qui parlent beaucoup de traumatisme et des conséquences de ces événements-là. En 1999, le Nunavut, qui jusque-là était intégré, en fait, n'était pas un territoire, est devenu un territoire, donc a eu une certaine indépendance politique. Et ça a été un événement quand même très important, un événement qui est sensiblement aussi important que la signature de la Convention de la baie James en 1975, mais c'était une réalisation un petit peu plus avancée au niveau de l'autonomie gouvernementale. Et bien évidemment, tout le reste du monde inuit regardait le Nunavut de près.
Et ça a été aussi, cet événement-là a marqué aussi le début des années Internet, le début où l'écriture, en fait, va être un peu plus facile, elle va être diffusée plus facilement, même si c'est tout récemment qu'on a accès à un Internet relativement rapide. Mais quand même, on voit que dès les années 2000-2005, les plateformes de publication vont se diversifier. C'est aussi le moment où on peut faire de la musique à la maison puis le diffuser sur Internet. Donc, au niveau des chansons aussi, c'est beaucoup plus facile de les diffuser. Les blogs, bon, je sais que maintenant, c'est un petit peu moins... c'est un petit peu moins répandu, mais dans les années 2000-2010, la pratique du blog était très répandue et très populaire. Mais chez les Inuits aussi, c'est une pratique qu'on va retrouver rapidement. Et dans ce corpus-là, parce que quand on travaille avec un corpus qui est multiforme comme ça et qui est dispersé en fait, un petit peu partout et sous divers types de publications, on avait aussi considéré, j'avais aussi considéré de prendre en compte certaines publications sur Facebook, c'est-à-dire des groupes en fait qui avaient été créés sur l'histoire de tel ou tel village, ou carrément un groupe commun au Nunavik sur ce sont des personnes souvent aînées qui vont relater des événements ou des histoires qu'ils ont entendues. Donc, c'est comme un relais, en fait, de l'histoire orale qu'on retrouvait dans des groupes privés, parfois publics, sur Facebook. Ça a pris le relais des blogs un petit peu, ça, parce qu'il y avait un échange plus informel et aussi plus rapide qu'avec le blog, qui était un peu plus compliqué pour avoir un retour. Tout ça constitue aussi des écrits parce qu'il y avait carrément des longues histoires de plusieurs pages qui étaient publiées là, en fait, sur ce genre de groupe-là. Et c'est très intéressant. Donc, quelle forme donc, il y a plusieurs sens qu'on peut parler dans les formes que prend cette littérature. Il y a d'abord, donc, comme j'ai dit, les supports de publication. Il faut savoir qu'au Nunavik, l'institution du livre n'était pas vraiment vraiment une institution en tant que telle. C'était beaucoup le livre né de l'extérieur. Le livre était un objet qui venait d'une culture extérieure. Le livre, avant tout, c'était la Bible. Et donc, il a fallu du temps avant de pouvoir considérer cet objet-là en dehors de la religion. Et aussi parce que la plupart des livres qui se retrouvaient dans les écoles ou dans les maisons étaient écrits évidemment par des gens qui n'étaient pas inuits ou même pas autochtones. Donc, ça restait un peu un objet qui était trop étranger, en fait. L'écriture en elle-même n'était pas étrangère. Pas du tout, en fait. Elle a été très vite adoptée, l'écriture syllabique, mais l'objet livre lui-même a pris plus de temps. Bon, il n'y a pas de bibliothèque publique. Il y en a eu une à Puvirnituq pendant quelques années, mais en général, il n'y a pas de bibliothèque en tant que telle. Il y en a dans les écoles, des fois, pas tout le temps. Donc, il y a ça aussi, quand on regarde l'institution littéraire, ces phénomènes-là ou ces entités-là auxquelles on est habitué dans une société occidentale sont assez absentes, en fait. Par contre, le magazine est dans chaque maison. Les magazines étaient distribués. La forme du magazine était beaucoup plus populaire et beaucoup plus familière. Donc, c'est pour ça, c'est pas étonnant que cette littérature-là a commencé, en fait, sur ce type de support. Aussi, au début, vous avez dû entendre parler de Mitiarjuk Napaaluk qui a écrit le livre Sanaak. Et un certain nombre de textes, comme celui de Mitiarjuk Napaaluk qui a été celui qui a eu le plus de succès, l'écriture a été aussi a reçu l'impulsion en fait des anthropologues et des ethnologues qui visitaient les régions inuites dans la deuxième moitié du XXe siècle et qui ont en fait pour les besoins de leurs études, de leurs recherches,
ont demandé à un certain nombre d'aînés à ce moment-là d'écrire, en fait, de retranscrire ce qui appartenait à la littérature orale et de les avoir sous forme d'écrits. Il y a plusieurs publications qui ont été faites à partir de ces récits-là. Mais celui de Mitiarjuk Napaluk, qui est à l'origine d'un projet similaire, est intéressant dans le sens où elle a pris goût, en fait, à écrire et elle a fini par prendre des libertés et s'éloigner un peu du projet qu'on lui avait assigné. Et elle a fini par, en fait, écrire sa propre histoire avec des parties fictionnelles. Et elle a écrit en plusieurs parties d'ailleurs. Elle a écrit une première partie, puis après ça, elle a écrit la deuxième partie un peu plus tard. Et ça a donné un texte vraiment beaucoup plus personnel et en fait avec un texte littéraire, de création littéraire. Donc, ça, c'est une partie de ce corpus-là, mais aussi, on a commencé à avoir donc, on a des récits fictionnels, des romans, comme on peut les connaître. On a de la poésie. On peut retrouver, donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, des récits autobiographiques, des récits de vie. On peut avoir des essais. Il y a plusieurs textes d'essais sur la culture inuite ou sur le contexte socio-culturel, ou même politique. On a des récits de légendes, hein, des légendes qui ont été retranscrites ou qui ont été intégrées à d'autres textes et que l'on peut retrouver sous forme d'écrits. On a aussi des artistes qui ont pratiqué donc le slam ou la poésie chantée, spoken word. La chanson est un genre, est une forme et un genre à la fois très florissant au Nunavik dès les années 80. Beaucoup de créations littéraires sous cette forme-là. Et c'est encore l'une des formes les plus dynamiques au jour d'aujourd'hui. On retrouve également des récits de jeunesse, du théâtre, même s'il y en a peu. Il y a eu plusieurs pièces de théâtre qui ont été écrites dans les années 80. Puis là, maintenant, il y a une compagnie de théâtre qui vient d'être créée il y a quelques années et qui tourne au Nunavik. Avec un certain nombre de textes dramaturgiques. Donc, comme vous pouvez voir, c'est polyforme, hein, que ce soit par rapport au genre ou au support, en fait. Et ce que ça nous dit, c'est que cette littérature demande à ce qu'on ait une vision un peu plus élargie de ce que peut être une littérature. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse être ouvert à ce que ces écrits-là nous montrent ou nous offrent. Et il faut revoir un peu notre définition de ce qu'est un texte littéraire ou de ce qu'on appelle une littérature. Juste regarder là. Okay. Maintenant, j'aimerais m'arrêter sur les auteurs. Les auteurs qui font la littérature du Nunavik. D'abord, j'aimerais m'arrêter sur qu'est-ce que j'ai considéré comme en fait un auteur du Nunavik quand il a fallu que je dresse une liste de tous les textes qui ont été publiés. En fait, je suis partie d'une définition très simple, c'est-à-dire qu'un texte qui appartient à la littérature écrite du Nunavik a été écrit par un auteur du Nunavik reconnu comme un Inuit du Nunavik par sa communauté. C'est assez simple dans les communautés Inuits de savoir qui vient d'où, quelle communauté. C'était quand même assez facile. Ce sont des gens qui sont déjà très impliqués dans leur communauté. Et ça, c'est un point important à savoir, c'est que je ne saurais pas dire si c'est la même chose pour les autres littératures autochtones, mais un auteur inuit n'est pas seulement auteur.
la plupart d'entre eux ont toutes sortes d'autres chapeaux, casquettes et responsabilités. Souvent, une même personne, et d'ailleurs c'est quelque chose qu'on retrouve assez régulièrement, ces personnes-là sont souvent à la fois le maire du village et l'auteur de la première pièce de théâtre, et en même temps aussi il est ou elle est sur un comité de recherche sur l'éducation. En tout cas, c'est toujours quand même des personnes qui font toutes sortes de choses, et en même temps, ils sont aussi couturières et aussi chasseurs et aussi enseignants à l'école ou alors interprètes à la clinique. Ce sont des gens qui souvent ont plusieurs casquettes, ont plusieurs chapeaux. C'est assez rare en fait de retrouver des auteurs qui font ça à plein temps. Alors certains ont dédié leur vie ou une grosse partie de leur vie à l'écriture, comme Tamoussi Romak qui a écrit plusieurs ouvrages et des ouvrages d'envergure. Mais en même temps, il était aussi très impliqué politiquement dans sa communauté. Il a été le maire, si je ne me trompe pas, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il a été impliqué politiquement. Et il était aussi le chasseur de la famille qui en fait subvenait aux besoins de sa famille, ce qui est un travail quasiment à plein temps. Donc voilà pour les auteurs. Je voulais finir ma conférence sur un petit peu l'actualité, en fait, où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui par rapport à ce corpus-là. Comme j'ai dit tout à l'heure, la musique et la chanson sont des champs très dynamiques de la création artistique et donc littéraire en ce moment. Évidemment, il y a des gens que vous connaissez déjà comme Elisapia Isaac, Onu Navik, Onu Navu, vous avez peut-être entendu parler de Tanya Tagaq, Beatrice Deer, qui est quand même relativement connue aussi, qui vient du Nunavik et qui tourne un peu partout au Québec puis dans le reste du Canada. Mais il y a aussi plein d'autres groupes et chanteurs et des groupes de musique qui sont très dynamiques au Nunavik, dans les communautés inuites du Nunavik, mais aussi dans le reste en fait du monde inuit, parce qu'il y a beaucoup de festivals de musique qui ont lieu dans les régions de l'Arctique, y compris au Groenland. Puis, ces groupes-là voyagent beaucoup, échangent beaucoup, et si en fait on veut savoir qu'est-ce qui est lu, écouté par les Inuits en ce moment, mais c'est dans ce domaine-là qu'on va pouvoir savoir ce qui est populaire et ce que les personnes, en fait, les textes auxquels dans lesquels ils sont immergés. On a aussi, là je voulais vous mentionner un livre de littérature de jeunesse qui avait été écrit donc par Beatrice Deer. Il est seulement en anglais, de Foxwife, mais c'est un livre destiné aux enfants, tiré en fait d'une légende inuite. J'ai mis la compagnie théâtrale Arctique, qui, comme je vous ai dit, vient d'être créée il y a quelques années. C'est assez récent et qui est également de plus en plus dynamique dans la région et qui, en fait, a pour objectif à travers le théâtre, de diffuser la langue inuktitut. C'est le premier mandat de cette compagnie de théâtre. Donc, vous comprenez là que souvent, avec ces projets littéraires ou artistiques ou même visuels, il y a aussi toujours cette idée de diffuser, mais aussi de diffuser, protéger, défendre la culture inuite, en fait. Et la compagnie, oh, je ne l'ai pas là, je peux vous montrer après, la compagnie théâtrale, le logo qu'ils ont choisi est directement influencé par la création du théâtre par les Grecs, c'est-à-dire avec la comédie puis la tragédie. Je vous montrerai après, le logo il est intéressant. J'ai également mis, peut-être certains d'entre vous connaissent le magazine Great Cheese. C'est un magazine bilingue montréalais, en fait, qui est complètement créé ici à Montréal, en anglais et en français.
Il y a toujours 2 numéros. Il y a un numéro pour les plus jeunes enfants, puis un peu plus âgés. Et il y a eu un numéro spécial Nunavik. Et à l'intérieur, on trouve juste des textes écrits par des Inuits du Nunavik, avec aussi des illustrations faites par les artistes eux-mêmes ou par les auteurs eux-mêmes. Et celui-là, exceptionnellement, ce numéro-là a été trilingue. Il a été publié en français, en anglais et en inuktitut. Donc voilà, je voulais terminer sur ces points d'actualité. Comme je l'ai dit depuis le début, je termine sur cette photo parce que, justement, elle est évocatrice de souvent la question qu'on me demande, puis la question qu'on m'avait posée au tout début de mes recherches, c'était, mais elle est où, cette littérature? Est-ce qu'on peut la voir? Hein, c'est quasiment cette question-là. Est-ce qu'on peut voir les livres? Est-ce qu'on peut voir la bibliothèque? Est-ce qu'on peut les voir rangés par ordre alphabétique ou par genre? Et évidemment, j'ai pas tout mis là, mais si on veut connaître la littérature inuite, si on veut la définir en fait sous la forme à laquelle on s'y attend, c'est-à-dire dans des livres, on pourrait être déçu de moins en moins, par exemple, parce qu'il y a de plus en plus de textes qui sont publiés comme objet livre. Mais il faut absolument aller la chercher ailleurs. Et c'est ce qui en fait sa particularité, parce que elle dépend de plusieurs institutions, surtout celle du Nunavik, puisqu'elle appartient malgré tout, même si ce sont comme je dis, des frontières arbitraires, elle appartient au Québec. Le Nunavik fait partie du Québec au niveau territorial, et évidemment, donc elle est sujette à 3 institutions, c'est-à-dire qu'elle est sujette à l'institution artistique, littéraire, culturelle canadienne, nationale. Elle fait également partie de l'institution québécoise, et elle a aussi sa propre institution régionale, c'est-à-dire celle du Nunavik. Donc les institutions du Nunavik qui vont donner une impulsion à tel ou tel projet créatif. Et du coup, ça fait en sorte que si on veut avoir accès à cette littérature, oui, ça demande à être un peu plus ouvert à la forme dans laquelle on va la lire, en fait, et dans laquelle on va la recevoir. Mais souvent, pour beaucoup de personnes, on se demande, bon, mais où sont les livres, en fait, hein? Ben, ils sont là.